Que diriez-vous d'un voyage au Cap et autour de la péninsule du Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud? Alors, en route pour le Cap. Après 12 heures d'avion depuis Paris, c'est vers 11 heures du soir que nous arrivons à notre hôtel, le Southern Sun de Cullinan Hotel. Malgré son allure rétro et son style colonial, le Cullinan offre tout le confort d'un palace moderne. En effet, il a été construit en 1999 et comporte 394 chambres. Idéalement situé près du centre-ville et du Victoria and Alfred Waterfront, l'hôtel offre de jolies vues sur la montagne de la Table. Celle-ci doit son nom à sa forme très plate comme une table. C'est à la montagne de la Table que nous allons dédier notre première visite. Pour y accéder, on emprunte le téléphérique qui va nous monter à une altitude de 1086 mètres. De là, on a une vue époustouflante sur la ville du Cap et de sa baie. Le site de la montagne de la Table fait partie des 7 merveilles naturelles du monde. Avec sur notre gauche le Lion's Head, la tête de lion. Encore plus à gauche, les plages de Camps Bay où nous passerons le lendemain. Et devant nous s'étend la péninsule du Cap de Bonne-Espérance. Bien que connu depuis 1488, c'est le navigateur portugais Vasco de Gama, en route pour les Indes, qui doubla le premier ce cap en 1497. Ces deux oiseaux qui nous observent sont des corneilles du Cap. Autre animal très commun sur la montagne du Cap, le daman du Cap ou daman des rochers. C'est un mammifère qui ressemble à une marmotte avec ses oreilles et sa queue très courtes. Ces mammifères vivent en groupe et se nourrissent au sol d'herbes et dans les arbres de feuillage. La montagne de la Table est un univers très minéral, composé de roches essentiellement en grès. Bien que nous soyons à 1000 mètres d'altitude, la végétation que l'on y trouve est de type méditerranéen, avec des plantes odorantes et des plantes piquantes. C'est à la péninsule du Cap que se rencontrent l'océan Indien à gauche et l'océan Atlantique à droite. Comme on le voit ici, le sommet de la montagne de la Table est complètement plat. C'est de ce sommet que par temps clair, on a des vues magnifiques sur la ville du Cap. Cape Town, fondée en 1652, est considérée comme la cité-mère d'Afrique du Sud. Elle compte aujourd'hui 3,7 millions d'habitants. Dans la baie, on distingue Robben Island, l'île où fut incarcéré Nelson Mandela. Un massif d'aloe arborescens ou aloe candélabre. Nous redescendons ensuite en ville, en ce dimanche après-midi, pour aller dans les jardins appelés Company's Garden. C'était autrefois un vaste potager qui produisait fruits et légumes pour ravitailler les navires faisant escale au Cap. Au pied de la Devil's Mountain, ou montagne du diable que l'on voit au fond, qui fait aussi partie de la montagne de la Table, se situe la Galerie nationale d'Afrique du Sud. Le musée propose une émouvante exposition des peintres de cette jeune république. Cet arbre n'est autre qu'un ficus qui semble avoir trouvé ici sa terre de prédilection. Une autre vedette du parc est ce poirier en hiver. Un banc de clivia. Des Twin Nuits, cette belle maison fut la demeure du gouverneur du Cap. Le Parlement. Bien que le Cap n'est pas la capitale de l'Afrique du Sud, ce bâtiment devient le siège de la première assemblée législative de la colonie du Cap et devient au début du XXe siècle le Parlement du nouveau pays. La cathédrale Saint-Georges, anglicane, devenue célèbre car c'est ici qu'officiait Monseigneur Desmond Tutu, prix Nobel de la paix en 1984. Quelques bâtiments du centre-ville. L'hôtel de ville, avec son balcon rendu célèbre par Nelson Mandela, prix Nobel de la paix en 1993, qui le rendit célèbre lors de son discours à la sortie du bagne après 27 ans de prison.
C'était en février 1990, il avait 72 ans. Castle of Good Hope, qui est en fait une forteresse militaire. Notre visite se poursuit l'après-midi avec la visite du Victoria and Alfred Waterfront. C'est une ancienne zone portuaire qui a été réhabilitée en 1998. C'était un vaste ensemble de docks et d'entrepôts que l'on a dédié au tourisme et au commerce. C'est devenu un quartier à part entière, véritable lieu de vie sociale très protégé et très apprécié des touristes. Les statues des 4 prix Nobel, Albert Luthuli, Desmond Tutu, de Klerk et Nelson Mandela. Dans cette zone récréative, on trouve de tout. Des restaurants, des bars, des hôtels, des cinémas, il y a même un aquarium et beaucoup de boutiques, en particulier des boutiques d'artisanat. On y trouve également une grande quantité de boutiques de luxe. La zone a été très bien aménagée en préservant l'esprit maritime et en gardant un port de plaisance. Le lendemain, nous partons en excursion pour un tour de la péninsule du Cap. Nous quittons la ville par Sea Point, qui est un quartier plutôt bourgeois, situé le long de la côte. Nous arrivons rapidement à Camps Bay et sa grande plage, où nous faisons une halte au pied de la chaîne des 12 apôtres. C'est un endroit assez huppé et, inutile de dire, réservé aux Blancs. La prochaine halte, toujours en se dirigeant vers le sud, est Hout Bay. Hout Bay, qui signifie la baie du bois en afrikaans, était autrefois célèbre pour ses forêts, mais tout a été coupé. Sur le port, on peut faire quelques achats auprès des vendeurs d'artisanat locaux. La principale attraction de Hout Bay est sa colonie d'otaries du Cap, dont certaines viennent jouer dans le port. Il s'agit bien d'otaries et non de phoques, car on voit ici clairement les oreilles et les écuisses, les poils de museau. Nous troquons notre minibus pour prendre un bateau de promenade et aller voir la colonie d'otaries sur Dwicker Island. En chemin, nous passons devant ce haut rocher qu'on appelle la Sentinelle. Dwicker Island est un petit îlot couvert de milliers d'otaries du Cap qui sont là à l'année et ne semblent pas se plaindre d'être un peu les unes sur les autres. Comme nous l'avons dit, il s'agit bien d'otaries, même si en anglais Dwicker Island est appelé l'île aux phoques. Il semble que nous soyons venus à l'heure de la sieste, même si celle-ci revient du bain. Ces otaries sont du type otarie à crinière, comme on peut le voir avec ce gros mâle. Celui-ci peut peser plus de 500 kg. Ici un autre mâle qui surveille son harem. Les femelles pèsent de 150 à 200 kg. Les otaries sont très joueuses dans l'eau, mais il est temps pour nous de les quitter et ce jeune vient nous dire au revoir. Sur le chemin du retour, nous repassons devant The Sentinel, ce rocher à la forme très particulière, c'est un promontoire de 331 mètres de haut. Et nous voici de retour sur le port, où nous pouvons compléter nos achats d'artisanat. Hout Bay est idéalement situé dans une baie en forme d'amphithéâtre, dominée par la Sentinelle, et avec à sa gauche, à ses pieds, Dwicker Island, l'île des otaries. Dendranthema grandiflorum, qui n'est autre qu'un chrysanthème jaune. Un peu plus loin, au pied du Chapman's Peak, la route devient soudainement sinueuse et se déroule en corniche.
Elle débouche ensuite sur de longues plages de sable balayées par les vagues et par le vent. La zone est un peu plus désertique et la route est bordée d'eucalyptus. Nous apercevons nos premiers animaux sauvages, un impala et, si on regarde bien, une autruche également. Nous les verrons mieux un peu plus tard. En effet, notre bus s'arrête pour aller visiter une ferme d'autruches. Avec ici un mâle et ici sa femelle. Une bande de babouins en liberté. Nous voici arrivés à l'entrée de la réserve naturelle du Cap de Bonne-Espérance. C'est le royaume floral du Cap appelé Fynbos, avec le disa rouge en haut, le pélargonium, aussi appelé géranium, et la Protea cyranoides, la fleur nationale de l'Afrique du Sud. Dès l'entrée dans le parc, nous sommes accueillis par cette femelle impala. La route s'étire ensuite vers la pointe de la péninsule, parmi la lande rocheuse du Fynbos. Une autruche en liberté. Cet arbuste à feuilles persistantes est un protéa. Ce sont eux qui se couvrent de fleurs en forme d'artichaut comme celle qu'on a vue précédemment. Nous nous rapprochons de la pointe méridionale de la péninsule du Cap, marquée par ce phare. Nous y accédons à pied par un chemin pentu. Nous arrivons ainsi à Cape Point. De là, nous avons une vue sublime sur l'océan et plus rien devant nous, si ce n'est que l'Antarctique. De retour des Indes, quand les navigateurs doublaient ce cap, ils avaient bon espoir de rentrer à bon port, d'où le nom de Bonne-Espérance. Nous sommes à la pointe sud de l'Afrique, à la même latitude que Sydney en Australie, et à 9300 km de Paris. False Bay dans l'océan Indien, ainsi nommé car si les marins prennent trop vite le cap au nord, ils se trouvent piégés dans cette baie. Cette charmante crique se situe sur l'océan Atlantique. Une sorte de merle perchée dans un protéa. Et enfin, le lieu emblématique du Cap de Bonne-Espérance. Avec ses plages de gros galets où les vagues de l'océan viennent se briser sur les rochers. De jeunes autruches, celles-ci ont environ 4 mois. Un groupe de zèbres, mais qui s'éloigne à notre arrivée. Un peu plus loin, c'est un troupeau d'impala en train de paître en liberté. L'impala est une petite antilope très gracieuse, reconnaissable à la forme typique de ses cornes. Seuls les mâles possèdent des cornes fines en forme de lyre. Peu farouches, les impalas se laissent facilement approcher. Notre route remonte maintenant vers le nord, le long de False Bay. Elle nous conduit à Boulders, lieu où se situe un parc qui abrite une importante colonie de manchots du Cap. Ces charmantes petites bestioles ont failli disparaître à la fin du XXe siècle. Maintenant bien protégées, elles peuvent s'ébattre en liberté sur le rocher
ou sur la petite plage de sable blanc de Foxy Beach. Ces manchots noirs et blancs, d'environ 30 cm, vivent en couple et habitent dans des terriers. Très sociables, ils vivent en colonie. On pourrait se croire ici au forum. Et pendant que ceux-ci reviennent du bain, ceux-ci semblent y retourner. Et bien sûr, on se poupouille. L'endroit est bien ménagé au moyen d'une passerelle qui permet d'observer les animaux au plus près. Avec ici leur domaine de pêche pour se nourrir. Au fond de la baie vers le nord, la montagne de la Table vers laquelle nous allons nous diriger, en passant par Simonstown et avec son petit air colonial. C'était une ville de garnison anglaise. De retour au Cap, nous nous arrêtons au Jardin botanique national de Kirstenbosch. Situé sur les flancs est de Table Mountain, c'est un endroit incontournable car l'un des plus beaux jardins botaniques du monde. Il s'étale sur 36 hectares et date des premiers colons, avec ses ficus géants, ses bancs de clivia ici en fruits, sa collection de plantes grasses, ou encore les oiseaux de paradis, celui-ci étant appelé Mandela Paradise Bird. La passerelle à 15-20 mètres de haut qui permet d'observer la canopée. On nous explique aussi la géologie de la montagne de la Table composée de 3 couches de roches, du grès sur le dessus reposant sur une couche de marne marron et un socle granitique en dessous. On arrive ensuite au jardin des espèces disparues. Ce sont des essences dont il ne reste que quelques spécimens. Un peu plus loin, nous rencontrons une pintade et des canards avant de rentrer à l'hôtel après une journée bien remplie. Le lendemain, nous retournons au V&A Waterfront pour visiter l'aquarium des 2 océans. On peut y voir des rascasses volantes, un bel exemple de murène, des requins corail, des sortes de langoustes, des araignées de mer de belle taille, encore plus effrayantes vues de face. On se promène ensuite devant divers bassins où on peut observer différents types de poissons, des requins ou encore des raimentas. Et pour finir, le poisson clown ou Nemo pour les enfants. L'après-midi, nous avions prévu une excursion à Robben Island, mais le temps est très mauvais et le bateau ne partira pas. Nous décidons donc d'aller visiter les townships. C'est une réalité incontournable de la société sud-africaine puisqu'une grande partie de la population y vit, mais qu'il faut visiter avec des accompagnateurs spécialisés. On nous explique donc comment la vie s'organise dans les townships avec une véritable économie parallèle, avec les dures réalités quotidiennes, en particulier pour les femmes, avec l'alcool, la drogue, le sexe, le sida. Aussi, de nombreuses associations leur viennent en aide pour qu'elles aient un travail, un revenu et pouvoir élever les enfants. Dans ce centre, des femmes durement cabossées par la vie trouvent un moment de repos en produisant des t-shirts par exemple ou d'autres articles, comme ceux que l'on voit ici en vente. En quittant le township, nous passons par le quartier des maisons Mandela,
des maisons à 50 000 $ que Mandela avait fait construire pour aider les gens à sortir de la pauvreté, mais que souvent ils revendent pour retourner au township. L'autre lieu à voir absolument dans la région du Cap est Stellenbosch et Franschhoek, puisque c'est la région des vignobles où l'on produit d'excellents vins. On peut y voir de très belles demeures. Nous voici de retour à notre hôtel de Cullinan. La journée du lendemain est consacrée à la visite du centre-ville du Cap, avec ici le City Hall que l'on a déjà vu, l'hôtel de ville, et le Parlement. Le centre-ville offre un ensemble architectural hétéroclite avec des bâtiments modernes ou des bâtiments de style hollandais comme ici, ou colonial de style Nouvelle-Orléans par exemple. C'est dans ce bâtiment que nous nous rendons, où se trouve une galerie d'art africain, avec une collection de statuettes et de masques provenant du Mali ou d'autres pays d'Afrique noire. Et on y trouve également des statuettes en bois d'ébène aux formes très épurées. Alors que se dresse devant nous le Lion's Head, je décide pour cette dernière journée au Cap de retourner à Sea Point. Le temps est menaçant et la mer agitée. Le phare de Green Point, construit en 1824, c'est le plus vieux phare d'Afrique du Sud. Sur le chemin du retour, les vagues qui venaient ce jour-là heurter les digues formaient un spectacle dont on ne se lasse pas. Il n'y a pas vraiment de plage à Sea Point pour la baignade, mais les gens aiment venir s'y promener, y jogger ou promener leurs chiens. Ça reste un quartier bourgeois. Alors que la montagne de la Table a la tête dans les nuages ce jour-là, je refais un dernier petit tour par le Victoria and Albert Waterfront. À l'origine, c'est en 1860 que furent creusés ces bassins et ce port qui devaient permettre aux navires et bateaux de tout tonnage de s'abriter des colères de l'océan. Après avoir été longtemps un port malfamé, l'endroit est vraiment un lieu de détente et de promenade très apprécié et très agréable. Le quartier est dominé par Signal Hill, l'autre colline remarquable de la ville du Cap. C'est sur ces dernières images de la ville du Cap, un peu endormie dans la brume de l'hiver, que se termine notre voyage. Car maintenant, nous allons mettre le cap sur les chutes Victoria au Zimbabwe.